Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en compagnie d'un nouvel invité. Il s'appelle Alain Beau et il est venu nous parler, entre autres, de l'hypnothérapie. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu l'appel à inviter une nouvelle personne sur ma chaîne. Comme je te l'ai expliqué, c'est toujours quelque chose qui se passe de manière très spontanée. Et le plus étonnant dans l'histoire, c'est que, comme je l'ai expliqué, Alain est venu nous parler d'hypnose, d'hypnothérapie, et que je voyais que beaucoup de thérapeutes proposaient ça. Et jusqu'ici, c'était quelque chose qui m'appelait pas vraiment. Voilà, il y avait quelque chose qui me retenait. Et ce quelque chose qui me retenait, je ne l'ai pas eu avec Alain. Donc, quand j'ai pris contact avec lui, le courant est tout de suite passé. Et finalement, ce n'est pas étonnant parce que, comme il va vous l'expliquer, il pratique l'hypnose et l'hypnothérapie avec une façon bien à lui de les pratiquer, une manière pas du tout protocolaire. Mais avant qu'il nous parle vraiment de l'hypnose et de sa pratique de l'hypnose et comment il en est arrivé à faire ça, parce que c'est finalement quelque chose d'assez récent dans sa vie professionnelle, j'avais envie qu'il vous parle un petit peu de son parcours parce qu'à cette époque où beaucoup de gens sont amenés à changer de vie, que ce soit par envie ou parce que la situation les y amène, j'ai envie de dire de gré ou de force, beaucoup de gens sont dans ce tournant, dans ce virage et doivent adapter des choses dans leur vie. Et ben, je trouve que Alain incarne le fait que c'est possible de réussir son changement de vie, c'est possible de vivre d'une activité qu'on aime et surtout c'est possible même si au départ on semblait avoir en main un jeu de cartes qui n'était pas très favorable à tout ça. Donc je trouve que c'est un formidable message d'espoir que son exemple nous envoie dans le sens où je pense qu'il n'imaginait pas du tout, quand il était plus jeune, devenir hypnothérapeute. Et donc, je vais lui demander de se remettre pour vous dans la peau du petit ou plutôt du grand Alain qu'il était enfant et adolescent, puisqu'il est physiquement très grand, et qui vous raconte un petit peu tous les zigzags qu'il a fait avant d'être hypnothérapeute, avec justement ce fameux jeu de cartes en main qui semblait au départ quand même pas très positif. À toi, Alain. Ouais, excellent, merci beaucoup. Alors, du coup, je suis ravi d'être avec toi déjà. Et oui, effectivement, j'ai eu, alors pour commencer, un parcours scolaire un peu chaotique, même si une fois qu'on le regarde, il est plutôt logique, mais au début, il me paraissait assez chaotique. J'ai commencé, alors le primaire était plutôt bon, hein, tout se passait bien. J'étais dans le 93, mais dans un espèce de petit village et on se connaissait tous, il n'y avait pas de souci. Donc, jusque-là, tout va bien. Et l'arrivée du collège a été quelque chose pour moi assez perturbant, et d'ailleurs pour tout le monde, hein. J'en parlais encore avec un de mes amis d'enfance qui a vécu la même chose, alors je m'en doutais même pas. C'est-à-dire que d'un seul coup, on part dans un collège qui est très loin, donc qui est plus. Le primaire était derrière chez moi, hein, donc j'entendais la sonnerie de l'école, je fonçais, c'est-à-dire. Et le collège, pas le cas du tout, parce qu'il était à 1 heure, donc il fallait prendre le bus. J'étais un enfant très stressé, très angoissé par tout ça, par les changements, dès qu'on me changeait quelque chose, ouais, j'étais perturbé. Donc, j'arrive dans ce collège et là, en plus, beaucoup de monde, le bus à prendre, et puis après, coupé de tous mes amis, parce que je suis arrivé en sixième, je n'avais plus aucun de mes amis. Ils étaient dans les autres classes, tous ensemble, donc j'étais ravi. Et le collège a été pour moi quelque chose d'assez perturbant. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais le syndrome du dimanche soir, là, le truc où on n'a pas envie d'aller à l'école. La boule au ventre. Donc, bon, effectivement, j'étais grand, mais à l'époque, pas encore. J'étais encore petit. Et j'étais pas dans la norme non plus, c'est-à-dire que j'étais très maigre. Et du coup, est arrivé déjà à cette époque-là un début de harcèlement. J'en parlerai peut-être un petit peu après encore plus. Mais du coup, voilà, mon collège s'est passé comme ça. Arrivé en quatrième, on a dit que j'étais lent. Donc, du coup, on m'a mis dans une quatrième qu'on appelait quatrième palier à l'époque, qui, je pense, aujourd'hui s'apparenterait à quelque chose sur le TDA ou je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, on me disait toi, tu es plus lent que les autres. Donc, du coup, j'ai passé 2 ans. Alors, ça a été les 2 meilleures années de ma scolarité parce que comme j'étais avec des enfants qui étaient euh, comme moi, même si je pense qu'on était comme tous les autres, mais en tout cas, à qui on avait dit les mêmes choses, du coup, on a créé des liens très, très forts. Et donc, ça a été 2 années incroyables. Après est arrivée la troisième, où en fait, en fin de troisième, on m'a dit de toute façon, tu es trop nul pour passer en seconde. Et si je me rappelle bien, c'était un prof de maths, hein, qui m'avait pris en grippe. Donc, du coup, j'ai été aiguillé vers le BEP. Alors, le BEP, je crois, n'existe plus aujourd'hui, mais pour vous caricaturer, enfin, il y a peut-être des gens qui connaissent, hein, peut-être que tu connais aussi, mais à l'époque, on disait le BEP, c'est la voie de garage, c'est le truc où on va envoyer les gens qui ne savent rien faire
Et quand tu arrives là-bas, on te dit le seul truc que tu vas pouvoir faire, c'est aller au chômage ou à l'armée. Donc, c'est plutôt encourageant. Sachant qu'en plus, le BEP que j'avais choisi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, hein. Vraiment, niveau orientation, j'avais rien du tout. Et j'ai dû choisir le BEP où il restait de la place. Donc, autant dire que du coup, je suis tombé dans un truc qui ne me correspondait pas du tout. Et c'était quoi alors Alors, comme bah, qui BEP? était, alors c'était magnifique, c'était, et je m'en rappelle encore, maintenance des équipements et des commandes des systèmes industriels. Ça veut Donc, dire quoi? c'était un beau grand mot technique pour expliquer le métier de plombier. D'accord. Euh, bon, donc ça n'a pas été mon kiff, hein. Le truc, c'est qu'en fait, alors ça a été vraiment 2 années où j'ai vécu, là, pour le coup, le harcèlement fortement, avec 2 enfants qui m'ont vraiment pris à part et qui m'ont tapé, enfin, j'avais vraiment la boule au ventre et la peur, hein, tout le temps. Ce qui est assez étonnant parce que quand je regarde aujourd'hui des photos de moi à cette époque-là, j'avais le sourire, ce que j'ai trouvé formidable parce que je me dis, soit c'était un masque que je mettais, soit j'étais vraiment très fort et je souriais. Et voilà. Et donc à cette époque-là, j'avais beaucoup grandi, mais toujours pas grossi, puisque moi j'étais vraiment quelqu'un qui était d'une morphologie très mince. Donc je mangeais même pas à la cantine parce qu'il me faisait des signes comme ça pour rentrer à la cantine. Enfin, ça a été des moments compliqués. Alors, vous t'ajoutes ça à un parcours qui t'emballe pas, ben ça, tu vois ce que ça peut te créer. Et en fait, j'ai toujours eu cette force intérieure qui a fait que j'ai dit non, c'est pas possible. Je ne veux pas finir à l'armée ou au chômage. Donc, j'ai fait quelque chose que personne ne pensait crédible. C'est de finir troisième de la classe et de pouvoir remonter vers une filière technique. Donc, ça, c'est un truc que personne ne pensait possible, hein, surtout de moi. T'imagines, on dit que t'es nul et j'arrive à faire Oui, quelque en chose. général, c'est plutôt l'inverse. C'est les élèves du général qui partent vers le technique et pas les élèves du technique qui reviennent vers des filières, entre guillemets, plus élevées, enfin, qui sont plus Ouais, exigeantes en termes de ouais, ouais, c'est ça. connaissances et Donc, de je suis retourné en savoir-faire. bac électrotechnique. Et puis après, j'ai fini en BTS. Donc voilà. Alors, BTS qui, pareil, hein, moi je suis arrivé en BTS, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire dans la vie, hein. On te disait de toute façon, tu pourras tout faire. Alors, j'étais plutôt content. Je me suis dit, du coup, si je peux tout faire, c'est cool, quoi. Non, Et, mais c'est en ça que je trouve que et, ton témoignage est super inspirant. Excuse-moi, je me permets de vas-y. te couper parce que c'est justement ce que vivent beaucoup de jeunes aussi aujourd'hui avec la situation. Tu vois, des jeunes qui trouvent pas de stage, qui savent pas s'ils pourront passer leurs examens à la fin de l'année, qui sont angoissés par tout ça. Et ton Exactement. exemple montre très bien que même si à l'école ça se passe pas forcément bien pour d'autres raisons, hein, toi c'était pas à cause du Covid, c'était d'autres raisons, ça n'empêche pas que par la suite on peut réussir dans la vie. Et c'est pour ça que je Ouais. trouvais que c'était important que tu apportes ce témoignage-là de dire, bah oui, des fois, on a un parcours scolaire qui est compliqué pour X raisons, et ça ne veut pas dire pour autant que en sortant, eh ben, on va finir à la rue, Non, c'est ça, voilà, on pourra exactement. rien faire de bien de sa vie. Alors, Et en excuse-moi, je plus, t'ai coupé, je te rends la parole. pour avoir moi-même un enfant de 16 ans, on commence déjà à leur demander d'avoir une idée sur ce qu'ils veulent faire. Et je me mets moi à la place quand j'avais 16 ans, si on m'avait demandé, déjà qu'à 25 ans, je ne savais pas, alors à 16 ans, je ne vois même pas comment j'aurais pu choisir. Donc oui, et j'aime bien ce que tu dis parce que moi, quand je reçois des adolescents et qui me disent, moi aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je leur dis, ben, fais ce que tu pourras faire maintenant parce que ça se trouve, dans 10 ans, tu ne feras plus la même chose. Et alors, les parents, des fois, ça leur fait bizarre parce que les parents, ils veulent toujours pour leurs enfants qu'ils fassent des hautes écoles, qu'ils fassent HEC, parce qu'eux-mêmes auraient rêvé faire HEC. Donc, on transfère beaucoup dans son enfant. Et moi, ce que je dis, c'est l'enfant, il fera ce qui lui plaira. Et si c'est plombier et qu'il s'éclate en étant plombier, eh ben, tant mieux, du moment qu'il s'éclate. Mais tout le monde n'a pas cette… Donc, moi, je n'avais pas cette vocation du tout. Et donc, je suis sorti du BTS. Alors, je n'avais pas fini sur le harcèlement, mais je ne souhaite pas forcément détailler tout, mais le harcèlement en bac et en BTS, je ne l'ai pas connu, hein, parce que en BEP, c'était, je pense, l'âge qui voulait peut-être ça, mais ça avait été beaucoup plus violent. Je m'en étais libéré de ce harcèlement, et heureusement. Et donc, en bac en BTS, ça se passait bien. Par contre, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et alors en sortant de BTS, on te dit, de toute façon, il ne faudra pas que tu prennes. Alors, à l'époque, c'était en francs, je crois, si j'ai bonne mémoire, on me disait, il ne faut pas que tu prennes un métier en dessous de 10 000 francs par mois parce que c'est pas bon, quoi. Et moi, j'ai toujours eu un rebelle en moi, un enfant rebelle qui a dit, bah, moi, je vais prendre le métier que je veux. Et j'ai commencé à faire de l'intérim dans la robotique. Et je me suis éclaté.
Sauf que bon, il y avait beaucoup de déplacements et ça, les déplacements pour moi, comme je te disais au départ, quand on me change d'endroit, moi je suis déraciné et je ne me sens pas bien. Donc j'ai fait ça 1 an et après j'ai fini chez Peugeot Citroën. Donc à Aulnay-sous-Bois d'abord, une usine qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Ça a été une de mes grandes tristesses. Et j'ai travaillé 17 ans chez Peugeot Citroën dans un métier qui m'éclatait, hein, un métier vraiment très technique, très très bon. Sauf que je sentais qu'humainement, ça n'allait pas. C'est-à-dire qu'humainement, je ne m'y retrouvais pas. L'industrie et l'industrie automobile, peut-être, parce que les autres, je ne connais pas, c'est assez dur hein, humainement. C'est-à-dire qu'on va vraiment j'étais tombé à un moment sur un chef qui était pervers narcissique, enfin, en tout cas toxique. Et donc, ça m'a chamboulé, ça m'a créé des perturbations à l'intérieur. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions sur moi, sur qui je suis, qu'est-ce que je fais vraiment sur cette terre, ou en tout cas, quel est vraiment ce que je veux dans la vie. Donc ça, un chef qui était un peu ouais, compliqué, plus un boulot qui était de nuit, puis de jour, enfin, très perturbant, plus le décès de ma mère à cette époque-là. Et du coup, mon cerveau a fait ce qu'on appelle un burn-out, ou moi, je préfère dire une dépression, parce que j'aime le mot, je n'ai pas de honte avec ça. Mais en tout cas, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à travailler sur moi, donc avec une thérapeute, et qui m'a fait découvrir l'hypnose. Et du coup, ça, c'est devenu une révélation. C'est un peu comme si d'un seul coup, je me disais, waouh, ça c'est génial, quoi. Donc ça, Waouh, c'était il y a combien de temps? alors ça, c'était en 2012. Ouais. D'accord. C'était à peu près juste. Ma mère je garde cette référence. Ma mère était décédée en 2011 et la coupure s'est faite peu de temps après. Alors, il a fallu d'abord que je passe par une phase de la médecine parce que j'étais dans une famille qui ne croyait pas du tout à la psychothérapie. Pour ma famille, en fait, si on va voir un psychothérapeute, c'est qu'on est fou. On peut aller voir un médecin, mais il ne faut pas trop prendre de médicaments. Donc, du coup, moi, j'ai fait toutes les recherches au niveau physique en me disant, c'est pas possible, il y a un truc dans mon corps qui ne va pas, le cœur qui s'arrête, j'avais des crises d'angoisse, j'avais des choses comme ça. Et j'ai eu beau chercher, à chaque fois que je sortais des examens, on me disait, tu as un corps incroyable, tu es en super forme, je voudrais bien être comme toi. Donc, moi, ça m'énervait. Jusqu'à ce que je comprenne que ça vienne de là, en fait, que mon médecin me dise, pour ton blocage de dos, je vais te donner des séances de kiné, il n'y a pas de souci, mais pour ta dépression, là, on va voir. Et quand on a mis le mot dessus, en fait, il y a des gens qui ont peur du mot dépression. En fait, moi, ça a fait un déclic. Je me suis dit, ah putain, c'est ça. Pardon pour les gros mots. Ah, c'est ça. Et du coup, j'ai commencé ce chemin donc, avec cette psy qui faisait l'hypnose et qui utilisait une hypnose qui n'est pas trop connue, hein. C'est l'hypnose que je fais aujourd'hui, donc je vais en parler après. Mais du coup, voilà, ouais, j'ai découvert d'un seul coup quelque chose qui m'a fait comprendre qu'en fait, c'était ça, quoi. C'était ça que je voulais, c'était ça que… Voilà, donc en fait, tu commences comme patient, tu commences par la pratique, et après ça, ça te donne envie de devenir toi-même thérapeute parce que tu es tellement emballé par l'outil que tu as envie de le pratiquer toi-même, c'est ça? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, tu sors de ta première séance avec comme ça, là, enfin, je sors de cette séance parce que j'espère, je le souhaite pour tout le monde, c'est aussi pour ça que je le fais. J'avais le sourire jusque-là et je me rappelle, je remontais le chemin des gens qui, eux, descendaient vers le RER. Eux, ils avaient tous le sourire inversé et moi, j'avais le sourire jusque-là que je ne pouvais plus enlever. C'est comme si je souriais, mais je n'avais pas souri comme ça depuis… je pense très très longtemps, hein, bien avant l'école, peut-être même. J'ai envie de dire que là, c'était le vrai sourire. Tu parlais tout à l'heure du sourire que tu avais quand tu étais harcelé, où tu disais que c'était peut-être un Ouais. masque, ou peut-être que c'était une preuve de ta force intérieure. Mais là, c'était le vrai sourire authentique, Ah oui. parce que tu étais arrivé en fait à conscientiser qui tu avais envie d'être et tu avais Ouais. trouvé le chemin de toi-même en fait. En fait, j'avais rencontré mon enfant intérieur euh, parce que vraiment en hypnose, c'est ce qu'on va retrouver, c'est son enfant intérieur et je l'ai retrouvé. Et quand je l'ai retrouvé, je lui ai dit vas-y, joue, amuse-toi. Et il s'est amusé. Donc moi, j'ai réglé l'agoraphobie, par exemple. Je ne pouvais pas rester avec du monde, c'était impossible pour moi, hein. Même à deux dans une salle, je me mettais dans un coin, je me cachais. Donc imagine quand je devais aller travailler, le truc que c'était, quoi. Il fallait, je me rendais malade à sortir, quoi. Et le deuxième truc que j'ai réglé, chose où là, il y a eu beaucoup de croyances là-dessus, c'est le poids dont je t'ai parlé. C'est-à-dire que je faisais 55 kilos pour 1,90 m.
Donc, ce n'était pas énorme. J'étais pas malade. J'étais pas, tu ne m'aurais pas vu sur mon visage, tu sais, comme quelqu'un qui perd vraiment du poids et on voit qu'il n'est pas bien. Moi, ce n'était pas mon cas. Mais en fait, on m'a toujours dit, tu vas voir, c'est constitutionnel. Ça, c'était la première chose qu'on m'avait dit. Donc, ça, je ne sais pas qu'il y avait un ADN de la constitution physique, mais bon, il doit y en avoir un. En tout cas, voilà, on m'a dit ça. Ensuite, on m'a dit, tu verras, quand tu te marieras, tu auras ta femme qui te fera des bons plats, tu grossiras. Moi, je pouvais manger comme 15. Je ne prenais pas un gramme. Le seul truc que je prenais, c'était du cholestérol. Après, on m'a dit les enfants. Enfin, tout y est passé. Et un jour, une séance d'hypnose et ça a débloqué. Et je fais 75 kilos pour 1,90 m maintenant. Et ça s'est fait en 15 jours, hein, pas plus. Mais en fait, j'ai compris, j'ai débloqué ce qui était coincé là-dedans. Et j'ai fait ce que Milton Erickson, un grand homme de l'hypnose, disait, c'est un peu un miracle quoi, que je me suis fait pour moi. Et j'étais ravi de ça. Et en fait, surtout, ben voilà, je veux dire, au début, j'ai voulu faire ça pour moi, pour la fameuse auto-hypnose, pour pouvoir continuer à pratiquer sur moi. Et en fait, je suis tombé amoureux de l'hypnose, des gens qui m'ont formé à l'hypnose, de cette école qui me plaisait beaucoup. Et j'ai voulu, alors ça s'est pas fait en 15 jours, hein, ce truc. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à me former à l'hypnose, j'avais un sourire encore jusque-là d'avoir passé un week-end, à vraiment découvrir quelque chose que moi j'adorais. Et quand j'arrivais dans mon ancien travail, mon chef me disait, mais tu sais, Alain, c'est pas ça la vie. Et là, tout de suite, hop là, le sourire partait. Et ça a fait son chemin dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça. Moi, ce que je veux, c'est vraiment ce truc-là. C'est vivre de ça et surtout accompagner les gens vers un mieux-être, vers du bonheur, vers ce que j'ai pu toucher moi du doigt comme ça. Et donc, ça a pris du chemin parce qu'une reconversion, comme tu le disais, tout le monde peut le faire. Après, il n'y a pas de règle définie pour chacun. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir connaître tes besoins. Moi, j'avais besoin de sécurité. Hein. Je ne pouvais pas partir comme ça. J'ai des enfants, j'ai une maison à payer, j'ai des choses comme ça. J'ai la chance que ma femme travaille aussi et un bon salaire et tout. Donc, on s'est regardé et puis on s'est dit, ben, ouais, vas-y, quoi. Et comme ça faisait 10 ans que chez Peugeot Citroën, il y avait un plan de départ et que tous les jours, tu recevais un mail qui disait il faut partir, bah, du coup, moi, je me suis permis d'utiliser ça. Alors après, il faut passer par des phases aussi. Hein, quand on fait une reconversion, il y a plusieurs phases. Il y a surtout la phase où les gens ne vont pas comprendre. Les premiers à ne pas comprendre, par exemple, c'est la société qui faisait le plan de départ et qui m'a dit l'hypnose, c'est n'importe quoi. Le bien-être, c'est un effet de mode, ça va vite s'essouffler. C'est Oui, vrai ça, qu'on c'est le les voit gens qui autour. reflètent en fait tes peurs intérieures et qui vont venir un peu comme des C'est ça. testeurs Ouais. enfin, mettre à l'épreuve ton engagement. Est-ce que je veux vraiment y aller? Est-ce que je vais vraiment avoir le culot là? Est-ce que c'est vraiment ça qui me Ouais. correspond? Et là aussi, je trouve que ton exemple est vraiment inspirant parce qu'il y a plein de gens justement qui bloquent à cette phase-là, hein, au moment justement où matériellement ils vont perdre une sécurité financière. C'est souvent le gros frein, plus encore que les freins psychologiques. Et Oui. alors, ce que je trouve intéressant dans ton témoignage, c'est que, un, effectivement, on peut prendre des risques limités. Comme tu le dis, tu n'es pas parti tête baissée dans Je un l'aurais truc pas fait. complètement irréaliste qui aurait pu mettre ta famille en danger. Tu as pesé le pour et le contre, tu as fait un bilan de la situation avec ta femme. Est-ce que c'était viable? Est-ce que c'était pas viable? Peut-être vous avez pensé à un plan B si jamais tu réussissais pas. Donc, je trouve que voilà, c'est aussi important de dire qu'on peut négocier son changement de vie comme ça. On peut être très, très fougueux, intrépide et se lancer à corps perdu dans un nouveau truc, ou on peut aussi négocier le virage doucement parce qu'on a justement besoin de sécurité et que c'est important de Ouais. répondre à ce besoin de sécurité. Et c'est peut-être aussi parce qu'on a cette sécurité qu'on peut se permettre de répondre à tous les objecteurs dont tu étais en train de nous parler, qui vont nous dire oui, mais ça ne va pas marcher, oui, mais c'est un effet de mode. Parce que de toute façon, toi, ta sécurité, tu l'as en toi. Alors, je te rends la Ouais. parole. Surtout que ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, il me dit ça. Et donc, je lui dis, bah, dans ce cas-là, ça veut dire que vous ne me laissez pas quitter PSA si ce n'est pas viable. Et il me dit, ah non, non, je laisse partir, mais je mets un holà dessus. Je dis, Je bon, suis d'accord. sceptique. Et du coup, je sors de cette séance et je vais t'avouer que je sors en larmes. Hein. Je pleure toutes les larmes de mon corps en me disant, c'est pas possible. Et j'appelle mon prof d'hypnose. Et d'ailleurs, je mets aussi, je crois, sur les réseaux sociaux, on m'a dit ça et tout. Et là, il y a tous les gens qui ont fait ce choix de partir qui disent non, mais ça,
t'inquiète. Enfin, exactement ce que tu viens de me dire, hein, c'est des tests, des choses comme ça. Alors, ils font le témoignage en disant, moi, ça fait 2 ans, je touche plus qu'avant. Bon, moi, ce n'était pas mon leitmotiv, mais en tout cas, voilà, ils me disent, un projet comme ça fonctionne. Et mon prof me dit surtout, mais dis-leur simplement que tu vas faire du coaching. Et là, j'y suis retourné et j'ai dit, bah, je vais faire une école de coaching. Il m'a dit, ah, là, ça, c'est viable. Comme quoi, on Parce que voit que c'est pour vraiment eux, qu'une histoire d'étiquette, hein. ouais, pour eux, le coach, tu sais, c'est entreprise. C'est là, Hein, hein. tu vas guider les grands dirigeants. Alors là, ça C'était marche. plus proche de leur carte du monde déjà, tu vois, ça restait dans le Ouais. domaine du plausible. Ah bah alors là, il m'a toujours laissé le truc comme quoi c'était pas sûr, mais il m'a laissé partir. Donc moi, j'ai dit, ben voilà, c'est ça. Donc moi, tout ce que je voulais, c'était pouvoir partir avec de quoi financer ma formation. Donc je me suis formé en coaching, mais c'est pas aujourd'hui. Je suis sorti de la formation de coaching. J'ai appris énormément hein, en coaching, vraiment. J'ai rencontré aussi, et c'est surtout ce qui est important aussi quand on fait ces reconversions professionnelles, c'est les rencontres qu'on fait. J'ai vraiment rencontré des gens formidables. Mais en sortant de là, me supervisait m'a dit, toi, Alain, tu n'es pas coach, tu es thérapeute. Donc, tu vas tout casser les idées qu'il y a en coaching parce que coaching, c'est tu es assis à une table, à une certaine distance, tu prends des notes, tu notes tout, tu fais parler. Et dès que je prenais des notes, je perdais la synchronisation avec la personne et c'était mort. Donc, elle m'a dit, arrête ça. Tu sais, elle se mordait les lèvres tellement elle avait envie de me le dire. Elle me dit, arrête ça, toi, ton truc, c'est l'hypnose ou en tout cas la thérapie. Donc, ce sera face à face, tu ne prends pas de notes. Voilà. Et donc, partie de ce truc-là, ben voilà, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je fais ça. Alors, voilà, Tu as toujours le smile, je peux en témoigner, puisque comme vous le savez, je teste toujours les invités avant de vous les présenter. Et je peux témoigner qu'Alain a toujours le smile et la banane quand il fait ses séances. On va avoir l'occasion de vous en parler après. Ouais. Oui, Et on moi, m'a appris ça. vas-y. On m'a appris à garder le sourire quand on peut travailler avec le sourire et c'est ça que j'aime aussi. Mais alors, en fait, ça ne m'avait pas frappé quand on a préparé l'émission, mais ça me frappe vraiment maintenant là que tu retraces tout ton parcours. Je me dis que ce qui est formidable aussi dans ton expérience, c'est que tu es vraiment quelqu'un qui finalement a toujours, alors peut-être pas dès le début, mais a vraiment appris à assumer sa différence. Quelqu'un qui est atypique, qui fait les choses de manière souvent atypique et pas dans le respect du protocole ou de ce qu'on pourrait attendre de lui. Et qui a cette force intérieure qui permet ça. Tu parlais justement du sourire quand tu étais harcelé. Alors, était-ce un masque ou était-ce qu'effectivement, tu avais décidé que tu ne te laisserais pas enfermer dans cette croyance sur toi qu'avaient les autres? Et finalement, je trouve que cette expérience de harcèlement et de tout ce, enfin, même au-delà du harcèlement, tous ces jugements qu'on avait portés sur toi en tant que mauvais élève, en tant que celui qui allait dans une voie de garage, en fait, tu t'es pas laissé enfermer là-dedans. Ouais. Évidemment, quand tu étais tout jeune, c'était sûrement pas conscient, mais je trouve que ça Oui. t'a donné un formidable terrain pour après, justement, trouver cette force intérieure en toi de dire, eh ben, OK, on me dit que c'est comme ça, mais moi, Ouais. je décide que ça peut être Ouais. autrement. Ouais, ouais. Je choisis de valider la croyance de l'autre ou pas. Et surtout, je choisis d'agir en accord avec mes propres, pas croyances, mes propres convictions, j'ai envie de Ouais, dire. c'est ça. Et ça, je trouve, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve comme une ligne directrice dans tout ton parcours, y compris dans ta manière de pratiquer l'hypnose, puisque tu vas nous en parler maintenant. Tu ne pratiques pas du tout l'hypnose de manière traditionnelle. Alors moi, ce qui me bloquait dans l'hypnose et qui faisait que je n'avais pas envie d'inviter de personnes qui pratiquaient l'hypnose sur ma chaîne, c'était que, je pensais que pendant une séance d'hypnose, on n'était pas conscient et que donc, si je tombais bien, c'était tant mieux, mais si je tombais sur quelqu'un d'un peu manipulateur, il pouvait m'emmener à un endroit et puis, voilà, peut-être ne pas me ramener ou me ramener de travers. Enfin voilà, je trouvais que c'était dangereux ou je croyais que c'était dangereux. Et Ouais. puis l'autre chose, c'est que je m'attendais à rencontrer une personne, vous voyez, un peu comme le serpent K dans le livre de la jungle, qui allait me dire aie confiance, qui me dans un état un peu chelou. J'imaginais quelqu'un d'assez, je sais pas comment dire, assez rigide, un peu type costard cravate. Alors je sais pas, j'étais peut-être dans une représentation un peu passéiste des hypnothérapeutes. En tout cas, je m'attendais à ça. Et forcément, maintenant que vous voyez Alain, vous comprenez bien que ça ne pouvait que coller entre nous, puisque lui, il travaille à partir de son enfant intérieur, qu'il n'est pas en costard cravate, il a une manière absolument pas
protocolaire de pratiquer l'hypnose, puisque pour me mettre en état d'hypnose, il a utilisé un tambour chamanique. C'est à quoi je ne m'attendais pas du tout non plus. Donc, voilà, je te laisse peut-être maintenant nous en dire un petit peu plus sur ta manière personnelle de pratiquer l'hypnose pour que les gens aient un aperçu un peu plus précis de comment tu le fais. Et puis pour ceux qui auraient déjà expérimenté des séances d'hypnose, qui puissent voir aussi en quoi c'est peut-être différent de ce qu'ils ont vécu, qui les a peut-être pas convaincus et qui pourrait être différent avec toi. Alors, pour ça, déjà, je vais déjà reprendre un petit peu les bases de ma formation, puisque donc je me suis formé à l'hypnose qui m'a aidé moi, parce que je pense aussi qu'on est peut-être plus réceptif au type d'hypnose qu'on a utilisé sur nous, hein. Je me pose la question, je pense que peut-être c'est le cas. Donc, du coup, pendant longtemps, j'ai cherché quand même à voir s'il n'y avait pas d'autres écoles d'hypnose qui pouvaient me convenir en me disant, voilà. Et en fait, je suis tombé sur des écoles. Bon, je n'ai pas forcément vécu des expériences forcément agréables avec des jugements aussi dans cette approche. Donc, je me suis dit, bah non, Alors, je voulais quand même continuer à faire l'école que je faisais moi. Donc, tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est une école canadienne, ce n'est pas une école française. C'est des Canadiens et ces Canadiens sont chamans aussi. Donc, du coup, oui, c'est pour ça que tu as connu le tambour chamanique. Et tout cet univers en fait du chamanisme qui parfois peut être connoté comme beaucoup de choses. Malheureusement, on voit le chamanisme comme des gens, je sais pas, qui fument dans un tipi ou qui dansent en indien. Non, c'est pas forcément ça le chaman aujourd'hui. Le chaman, c'est autre chose. Euh, et du coup, on utilise, oui, effectivement, le tambour. Et les Canadiens ont une mentalité qui m'a plu, hein. C'est vraiment déjà une mentalité où il y a beaucoup moins de, je ne sais pas si c'est moins de croyances, mais il y a une ouverture d'esprit beaucoup plus forte à C'est d'autres moins choses que cloisonné, la ouais. médecine classique. Mm. Ouais, c'est vraiment ouvert. Bon, c'est des gens adorables, hein. Moi, je veux dire, tu rencontres un Canadien, il y a pas de filtre et tout de suite, tu sais si tu vas l'aimer ou pas l'aimer. Et vraiment, j'ai rencontré des gens formidables. Et donc, pendant cette formation, bah, c'était juste extra, hein. Donc, et en fait, vraiment, l'idée pour moi de l'hypnose, c'est l'enfant intérieur. Ça se base vraiment là-dessus. C'est-à-dire que quand on a fait la séance, toi et moi, c'est mon enfant intérieur qui parle à ton enfant intérieur. Voilà, c'est pour Et en ça que moi fait, j'ai adoré parce qu'en fait j'ai beaucoup rigolé avec Alain pendant cette séance. Je ne m'attendais pas du tout à ça, comme je vous l'ai dit. Je pensais que la séance d'hypnose allait être quelque chose quand même d'assez, je sais pas comment dire, assez sérieux. Voilà, j'imaginais ça un peu comme une séance avec un psy, un truc, voilà. Hein. ça peut, Et en ça fait, pas peut. du tout. On n'a fait que se marrer pendant la séance, même quand on tombait sur des choses pas très sympas d'ailleurs. Bien sûr. Ça se fait vraiment de manière très, très ludique, très spontanée, dans la façon dont tu le pratiques toi. Hein. Encore une fois, je n'ai pas pratiqué d'autres hypnothérapeutes. Et effectivement, on s'amuse beaucoup. Il y a quelque chose de léger et de joyeux dans ta façon de travailler. Alors, moi, vraiment, j'allais voir, parce que j'avais quand même j'étais allé voir des gens dans les autres écoles, hein. J'avais fait des rencontres comme ça avec des gens qui avaient fait tout le cursus d'hypnose. Donc, c'est un truc incroyable, un cursus d'hypnose, hein. En fait, il faut savoir aussi que, heureusement ou malheureusement, quand tu rentres dans une école d'hypnose, il y a de l'hypnose qui s'intègre. Et donc, tu vas même faire des modules où tu n'avais même pas envie de les faire, mais on va tellement te les vendre positivement que tu vas les faire. Donc, du coup, il faut savoir que voilà, c'est malheureusement comme ça. Il y a certaines écoles comme ça. Alors Et attends, j'avais parce que rencontré. normalement, ça dure combien de temps une formation d'hypnose? Si vraiment, bah, nous, la mienne, celle que j'ai faite, par exemple, c'est si tu fais cursus complet, c'est 12 jours. D'accord. Alors après, tu n'es pas obligé de les faire comme ça, les 12 jours d'affilée. Moi, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, j'ai fait module par module et j'ai étalé sur 2 ans et je pratiquais pendant. Après, les écoles françaises, elles ont créé ce qu'on appelle des niveaux. Donc, tu vas avoir technicien, praticien, À maître la française, quoi. praticien, expert, enfin, je sais plus. Ils ont mis des Ouais, mais étiquettes il faut partout. savoir qu'il n'y a aucune norme parce que l'hypnose n'est pas reconnue par l'État. Donc, du coup, chaque école fait ce qu'il veut. Mais moi, pour avoir une amie qui a fait, qui a fait la même école que moi et qui a fait une autre école qui, du coup, là, était plutôt sur plusieurs mois, en fait, elle n'a pas appris de choses différentes. L'hypnose, si on prend l'hypnose ericksonienne, par exemple, on va aller beaucoup plus creuser, on va passer des examens aussi pour être sûr qu'on puisse passer l'étape suivante. Si on loupe l'examen, il faut repasser les modules. Enfin, moi, tout ça, en fait, tu l'as compris avec mon parcours d'école, c'était même pas pensable en fait que je fasse ça. Et alors toi, tu dis que tu as suivi une école canadienne, donc tu es allé au Canada ou c'était une formation qui était proposée en ligne?
Alors, les Canadiens venaient en France. Ah, c'était eux qui venaient, d'accord. Donc, Ouais. c'était en présentiel, Ah oui. mais c'était pas Alors au moi, c'est Canada. vraiment, moi vraiment, je ne me formerai pas, et surtout à l'hypnose, je ne me formerai pas en ligne. D'accord. Pas que la formation en ligne ne marche pas, mais parce que j'aime qu'il y ait du physique déjà, il y a du contact, c'est quand même un contact humain. Il y a une grosse part d'ailleurs de ce qu'on appelle la synchronisation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en contact ensemble. Et puis, bah, j'ai besoin aussi que quelqu'un me dise, le prof me dise, ben là, tu vois, là-dessus, tu aurais pu me recadre. Ce n'est pas forcément le cas quand tu es en ligne devant une vidéo. Après, faire des séances en ligne avec des clients, ouais, ça, il n'y a Voilà, pas de j'allais souci. dire, par contre, ça n'empêche pas que toi, tu travailles en ligne. Bien La sûr. preuve, c'est que tu es Oui. en région parisienne, à Chatou, que moi, je suis au Luxembourg et que je n'ai pas eu à me déplacer jusqu'à Chatou. Heureusement, parce qu'en ce moment, la frontière est fermée. Donc, Ah oui, en c'était plus. quand même bien pratique. Ouais, non, non, oui, oui, Euh, tout à fait, on peut. alors, pour en revenir à l'hypnose plus spécifiquement, donc tu nous as Ouais. expliqué la formation que tu as suivie. Est-ce qu'on peut faire une séance d'hypnose pour tout type de problématiques et avec tout type de personnes, ou est-ce qu'il y a des situations ou des profils pour lesquels il vaut mieux éviter? Alors, en fait, les problématiques, on peut y aller sur tout type, ouais. Donc, y Euh, compris des problématiques physiques, je te parlais en caméra off de rage de dents, par exemple. Moi, je m'étais dit, si on se foule une cheville ou qu'on a une rage de dents, il vaut peut-être mieux aller voir direct le kiné et le dentiste. Et tu me disais, non, non, on peut aussi agir sur la douleur. alors, on peut agir sur la douleur. Après, forcément, s'il y a une rage de dents, ça veut dire que derrière, il y a quand même un souci. Donc, d'aller voir quand même son dentiste pour voir ce qui se passe, c'est une évidence, hein. Moi, je ne remplace ni les médecins, ni les psys, ni quoi que ce soit. Mais par exemple, sur une douleur, on va pouvoir aller gérer une douleur comme ça et arriver à la gérer en hypnose. J'ai l'exemple de quelqu'un qui s'était cassé la cheville au ski. Les urgences n'arrivaient pas assez vite et mon ami lui avait fait de l'hypnose pour que justement, il regardait sa cheville qui pendouillait comme ça, il était éclaté de rire. Et du coup, il a pu gérer la douleur le temps que les services d'urgence arrivent. Donc D'accord. ça, c'est Là où une je pense que possibilité. c'est peut-être plus indiqué, c'est quand on a une douleur récurrente Ouais. qui probablement exprime quelque chose. Si elle est récurrente et que aller chez le dentiste ou chez le kiné Ouais. ne suffit pas à la régler. Alors, Tu as on va parlé tout à surtout l'heure de prendre ton l'exemple problème du de kiné dos. parce que c'est souvent le cas, ouais, ou l'ostéo. Voilà. Donc, on peut venir pour des douleurs récurrentes. Pour tout ce qui est addiction, je pense à une amie qui a arrêté de fumer grâce à l'hypnose, mais il y a sûrement Bah, aussi en d'autres fait, addictions. j'ai beaucoup de gens, les gens en général viennent pour les addictions, ils ne savent pas le reste sur l'hypnose. C'est-à-dire que D'accord. quand on va commencer à dire qu'on peut travailler sur aussi la confiance en soi, Mm. Ce sur qui est souvent les lié peurs. d'ailleurs, hein. Les gens qui ont des addictions, c'est que Ah oui, oui, non, l'addiction, mais ouais, c'est ce elle que vient d'autre j'explique aux chose. gens quand j'explique justement l'hypnose, parce que je prends toujours une séance pour expliquer comment fonctionne l'hypnose. Votre addiction, votre peur, les trucs comme ça, c'est qu'un symptôme d'une cause en fait. Et effectivement, il peut arriver que le kiné, l'ostéo, le médecin travaillent sur le symptôme et on va travailler 5, 10. Moi, j'avais quelqu'un qui avait fait 100 séances de kiné, t'imagines? 100 séances de kiné. Au bout d'un moment, le kiné, il dit j'en peux plus, mais il n'a pas le droit d'envoyer chez un hypno. Donc, du coup, il ne l'a pas fait. Et la personne a dit mais vous ne pensez pas que je devrais aller voir quelqu'un d'autre? Et elle est venue me voir moi. Et effectivement, c'était psychosomatique. Donc, une fois qu'on travaille sur psychosomatique, ben, c'était la cause. On n'a plus besoin d'aller sur le symptôme. Bien sûr. Il y a ce livre excellent, je ne sais pas si tu connais, c'est le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Donc je vous le conseille, hein, et qui donne toutes les maladies, tous les malaises et Le qui donne décodage toutes les biologique, causes oui. psychosomatiques en face. Et moi, j'avais quelqu'un qui était venu me voir pour même Acouphènes. ouais, des acouphènes, merci. Et juste en lisant le texte sur les acouphènes sont partis. Mm. Donc, bon, j'ai Oui, il perdu a eu un sa peu. prise de conscience. Et Ouais. est-ce que ça Alors, peut marcher même pour des grosses addictions? Je pense à des personnes qui sont toxicomanes, alcooliques déjà bien avancées. Est-ce que ça aide aussi dans ces cas-là? bon, des toxicomanes, j'ai jamais eu, mais en théorie, oui. Euh, j'ai eu alcoolique et ce qui est assez perturbant pour lui et pour pas mal d'autres personnes, c'est qu'il a pu ne garder que l'alcool plaisir, c'est-à-dire Mhm. qu'il ne boit que quand il est en soirée, sans excès, c'est-à-dire qu'il peut boire Oui, et c'est s'arrêter. intéressant. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il arrête l'alcool ou le tabac ou quoi. Ça veut dire qu'il n'en est plus dépendant. Ouais, parce que parfois, c'est la peur d'une personne qui a une addiction comme ça, c'est qu'il ne puisse plus du tout Mm. faire ça. J'ai la même chose sur le poids, j'ai des gens qui viennent sur le poids. Alors, on ne peut pas perdre du poids en hypnose,
Alors après, il existe par exemple l'anneau gastrique virtuel qui peut s'installer. Mais bon, c'est comme un anneau gastrique, il faut le placer vraiment quand tu as quelqu'un qui est en grosse prise de poids. Mais par exemple, les gens qui viennent me voir pour ça, ça va être plutôt travailler sur l'addiction au sucre ou au gras, des choses comme ça. Et j'avais une personne vraiment qui gérait ça de manière formidable, qui disait, moi, j'arrive à garder mon bonbon plaisir, et par contre, sans excès, ce qui faisait que son enfant intérieur, parce que imagine, d'un seul coup, ton enfant intérieur, tu lui dis, tu n'as plus le droit au chocolat, c'est fini. Bon, bah, il va se sentir pas bien. Alors que Mhm. si tu dis, tu as le droit à ton petit carré de chocolat et le reste pas trop, bah là, ça va mieux. Donc, c'est Oui, puis aussi ce que je l'avantage de ferais. le traiter avec l'hypnose, c'est aussi que ça va, comment dire, ça va aller chercher ce qu'il y a derrière la dépendance au sucre. Alors, j'ai plus l'exemple en tête, mais je me souviens que tu m'as parlé d'une personne qui voulait perdre du poids, qui n'y arrivait pas justement avec la diététique et autres, parce qu'en fait, son problème, il n'était pas du tout d'ordre alimentaire, c'était un truc psychologique. Je sais pas si tu as l'exemple qui te revient. C'était Ah, une déjà, il y a dame. le mien. Il y a le mien, mais Oui, il y a après, le tien oui, en sens inverse, mais là, c'était oui. quelqu'un qui Mais voulait perdre du poids. Je ne sais pas si ça te non, revient, la personne si, dont oui, tu j'ai m'as cette parlé. personne, effectivement, et on travaille effectivement sur, tu sais, on n'en a pas encore parlé tout de suite, mais le lien toxique, par exemple, c'est-à-dire Mm. la personne qui, ah oui, il y avait cette personne aussi qui me disait, son mari lui disait, tu manges pas, tu t'empiffres. Et imagine un peu ce que ça peut créer comme chose en soi. Ou la mère qui, par amour, hein, mais va dire ah bah t'as encore grossi ce mois-ci. Donc je n'ai plus l'exemple exact en tête, mais il est évident qu'une addiction, il y a des blessures de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut travailler sur des choses beaucoup plus profondes. Et moi, tu sais, il y a des hypnos qui font des séances d'arrêt du tabac en une séance. Mais en fait, ils vont travailler juste le symptôme, ils vont dégoûter l'organisme de la cigarette. Mais après, si on ne travaille pas sur la cause, ben, on va pouvoir déporter sur autre chose. Donc, moi, je préfère prendre du temps. Et encore une fois, l'hypnose, c'est une thérapie brève, hein, ça va être 3-4 séances. Et travailler en profondeur un peu plus et que l'addiction ne revienne pas. Parce que dans une addiction, le pire, c'est quand ça revient, hein. Là, on va se dire, je suis vraiment trop nul, j'y arrive pas, donc on va travailler ça. Donc ça, vraiment, c'est des croyances qui vont venir et ça peut être destructeur, quoi. Puisqu'on parle de nombre de séances, quels sont les tarifs aussi? Quels sont tes tarifs à toi? Parce que j'imagine que d'un thérapeute à l'autre, c'est très variable. Alors moi, je me suis calé sur les thérapeutes du coin de toute façon, donc je suis à 80 € la séance, Donc, c'est une séance qui dure euh, quoi? Une heure et demie, je me souviens plus. qui peut durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Tout dépend vraiment Alors, ouais, effectivement, je ressens beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'hypnos en fait, qui préparent leur séance à l'avance, qui préparent genre 15 jours à l'avance, et puis ils te disent dans 15 jours, on se voit, il ne faut pas que ça change. Donc, moi, ce n'est pas comme ça que je pratique. Je prépare un peu à l'avance en me disant, tiens, je ferais bien ça, je ferais peut-être ça, et là, il y a matière là-dessus, avec souvent la première séance, hein, qui est une séance où je prends des informations sur la personne, et là, le coaching m'aide, c'est-à-dire que je vais vraiment aller approfondir. Et si par exemple la dame me dit avec mon père ça a toujours été compliqué, on va aller travailler ça, parce que forcément il y a un lien et les liens c'est vraiment quelque chose de fondamental et on n'en parle pas beaucoup en hypnose, mais c'est une les plus fortes que j'utilise moi. Et puis ensuite en fonction de la personne qui va venir, on va commencer à parler, on va prendre un petit quart d'heure. Et si ça se trouve, la personne me dira quelque chose qui me fera penser à autre chose et je me dirai, tiens, bah, j'irai plutôt vers ça. Et donc, je modifierai en fait ma technique. On a parlé beaucoup de l'hypnose là ensemble et c'est effectivement normal. J'utilise aussi par exemple l'énergétique. J'utilise aussi ben, le tambour. Il ne sert pas forcément que pour l'hypnose, il peut servir aussi en énergétique, hein. On peut accompagner quelqu'un avec le tambour. Tu ne le vois pas, mais j'ai un bol tibétain aussi que je peux utiliser. Le son, pour moi, est très important. Et donc, en fonction vraiment de ce que je vois, je peux dire, tiens, ben, finalement, si ça te dit, on va faire autre chose. Donc, je pratique vraiment comme ça. Je pratique ouais, au feeling, mais en tout cas, surtout à ce que je ressens sur l'instant, à ce que je ressens sur le moment, quoi. Et Je trouve que ça rejoint ce que je soulignais déjà tout à l'heure, c'est que tu es vraiment quelqu'un qui a une grande liberté. Liberté par rapport à la vie des autres, liberté par rapport au protocole, liberté de changer effectivement ce qu'il avait prévu de faire si à l'instant T, il sent que finalement, c'est pas ça qui est d'actualité pour la personne.
Ouais. Comme tu dis, tu fonctionnes vraiment au feeling, ce qui ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas de structure et il n'y a pas de base, puisque tu l'as dit, tu as une formation, tu prépares la séance, mais moi, je te comprends très bien, parce que je fonctionnais comme ça en tant qu'enseignante, c'est-à-dire que j'avais une ligne directrice, mais au moment où les enfants arrivaient, si je sentais que c'était pas ça qui allait marcher avec eux, je savais que j'allais dans le mur, et ben je faisais autre chose. Ça veut pas dire que je renonçais à faire ma séance, ça voulait dire que je la faisais autrement ou que je la ferais à un autre moment. Et je trouve que ça, c'est vraiment important de savoir combiner à la fois la base solide pour pas partir complètement en live dans tout et Ouais, n'importe c'est ça. quoi en se laissant porter par des impressions un peu floues. Oui. Et en même temps, sur cette base solide, être capable d'improviser et de se laisser de la liberté et de ne pas rester enfermé, on revient encore à ça, dans des protocoles, dans des croyances, Ouais, dans ce qu'on nous a exactement. dit qui était bon, qu'il fallait faire. Oui, parce que c'est là que, c'est là, pardon, je vais faire un jugement peut-être, c'est là que l'ego peut venir, c'est là qu'on peut se dire, tu vois, l'hypnose, c'est vraiment ça, moi, je suis un accompagnant en fait, et c'est la personne qui va me donner la matière, qui va faire que je vais savoir l'accompagner, mais il faut savoir rester humble, on n'est pas, les thérapeutes ne sont pas des sachants tout, quoi. Donc, moi, la personne, elle vient avec sa matière et après, je l'accompagne et je fais au mieux. Et tu as l'exemple, tu vois, tu viens de me le donner des enfants. Moi, j'ai beaucoup d'enfants qui viennent me voir aussi. Alors, je ne sais pas, il y a un truc, c'est les enfants de 9 ans avec l'énurésie, donc c'est le pipi au lit, et depuis toujours. Et un enfant, l'hypnose, ça n'a rien à voir avec un enfant et avec un adulte. Nous, toi par exemple, bon, ça n'a pas été très long, mais j'ai eu besoin de faire ressortir ton enfant intérieur et que l'adulte accepte que l'enfant intérieur puisse s'amuser. Bah ça peut être la complexité en hypnose. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Si je leur dis, viens, on va jouer, un adulte, Ah il ne bah va oui, pas si c'est jouer. des gens qui ont un enfant intérieur très bah, qui n'a pas eu Brimé l'occasion ou... de s'exprimer depuis longtemps, ça peut être compliqué pour eux Ouais. de le refaire Alors qu'un sortir. enfant, tu lui dis, viens, on va jouer. Ah, il joue sans problème. Et tu ne vas pas jouer en te disant, alors attends, mon gars, moi j'ai prévu de faire ça, tu ne vas pas me changer, hein. Non, un enfant, on se met à... Déjà, moi, quand je pratique à un enfant, on est quasiment par terre, hein. On n'est pas assis, je ne suis pas là comme ça avec ma posture de thérapeute, je lui ferais peur, je pense. Donc, on va jouer vraiment. Et c'est par le jeu. Et les parents sont toujours étonnés, hein, parce Et qu'ils pourquoi ont t'as pas vu fait ça avec moi? Pourquoi tu t'es pas mis par terre? pas la prochaine fois. Non, mais justement, puisqu'on parle de ma séance, c'est vrai que je me souviens qu'il y a un moment où tu as été très habile parce que tu voulais m'emmener quelque part et mon inconscient disait non. Je ne sais pas si tu te souviens, tu voulais m'emmener. Alors, Je me pour vous rappelle. résumer la séance, il y a une sorte de parcours initiatique sur lequel Alain vous fait passer en fonction de là où il veut vous emmener. Chaque étape de ce parcours initiatique correspond à comment on pourrait dire, une zone de votre inconscient, un schéma Ouais, inconscient. Et puis à ouais, un c'est moment, ça. bah, mon C'est inconscient bien était compris. rebelle parce que là, Oui, Alain avait trouvé un autre rebelle et donc il voulait pas y aller. Et donc, bah, il y avait deux solutions. Soit on arrêtait la séance, ce qu'il envisageait à un moment, puisqu'apparemment il n'arrivait pas à m'emmener où il voulait, soit il fallait qu'il trouve une stratégie habile pour m'y amener, mais sans que ça ait l'air d'être une contrainte, puisque forcément, la rebelle en moi, si on la contraignait, elle allait dire non. Et il a c'est ça. réussi à trouver cette petite astuce qui a fait que mon enfant a dit ah ouais, si tu me forces, j'y vais pas, mais si tu me proposes comme ça, d'accord. Ouais, ouais, parce Euh, qu'en fait, tu peux réutiliser ce que toi, tu me donnes comme matière en arrivant à y intégrer quand même ton protocole. C'est ça qui est… Tu vois, si je décide de t'emmener dans un château qui correspond à quelque chose pour ton inconscient et que tu me dis, moi, je ne vois pas un château, je vois une cabane dans les arbres, et ben, cette cabane, elle va devenir ce château. C'est juste que je vais te dire, ah, ok, on va dans cette cabane et, ah, t'as vu, il y a des tours. Et en fait, c'est une idée hein, comme ça, hein, mais voilà, ça peut d'un seul coup devenir… C'est juste que ton inconscient, il faut vraiment, moi ce que je dis aussi beaucoup à mes clients, c'est que l'inconscient, il sait tout, hein, et qu'un inconscient, on ne peut pas tricher avec, et qu'une fois qu'on le libère, c'est lui qui va nous emmener vers quelque chose, et c'est toujours magique de voir ce qu'il fait. Donc non, moi j'adore au contraire que mes clients me perturbent, entre parenthèses, enfin, aillent me chercher dans ça, quoi, dans ce truc. Et ça, Oui, parce que c'est effectivement, vraiment comme une co-création. Donc, en fonction de la matière que l'autre va t'amener, ben toi, ça fait aussi que tu n'as jamais une séance qui ressemble à l'autre. Tel que je te perçois, j'imagine que tu es quelqu'un pour qui ce serait mortel de ah devoir oui, faire des séances qui se ressemblent dans une ah espèce de oui. routine. Et comme là, ben, en fait, tu pars vraiment comme tu dis, de la matière de la personne, de son univers et de comment elle va réagir à ce que tu lui proposes. Et ben, chaque séance est différente parce que vous la créez ensemble finalement.
Oui, puis moi, je suis comme ça aussi, c'est-à-dire que tu me lâches, je pars dans tous les sens à créer. Donc, du coup, bah, c'est normal que j'accepte que l'autre personne soit comme ça et que ce soit dans ce moment-là. Tu sais, j'ai une personne en ce moment, elle me fait les séances en 15 minutes, hein. Elle fait le truc, elle dit, allez, c'est bon. Je lui dis, t'arrives où là? Hop, je suis là, tac, 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 ça se fait. Elle sort du truc, elle me dit, allez, c'est bon, c'est plié. C'est Speedy Gonzalez, en fait. Ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup, je pense, de thérapeutes qui diraient, oh là là, ça, j'arrive pas à gérer. Oh, ça va Elle fait trop pas vite, hein. ci. Non, Ouais, ralentissez. elle fait pas ce que je veux faire. Enfin, alors que moi, je sais que, tu sais, je dis souvent aux gens, il y a que de l'auto-hypnose. C'est-à-dire que si tu n'acceptais pas d'aller en hypnose, je pourrais toujours forcer autant que je veux, tu n'y irais pas. Donc, du coup, moi, je t'accompagne parce que je sais comment y aller, je sais où c'est en toi. Et après, ce qui va s'y passer, c'est toi qui vas le créer. Donc, ça part en live, quoi. Alors là, on a parlé des problématiques. Moi, je voulais qu'on revienne un petit peu sur les profils, parce que tu m'expliquais quand on a préparé l'interview, parce qu'on l'a préparé quand même si on a beaucoup ri et beaucoup joué, qu'on ne peut pas, enfin, de ton point de vue, il y a des profils de personnes pour qui c'est pas adapté de faire de l'hypnose, et je trouve que ça, c'est bien d'en parler aussi. Ouais, alors, il y a des profils effectivement plutôt pathologiques, hein. Donc, quand on va prendre par exemple un schizophrène, on peut aller jusqu'aux les bipolaires aussi. Alors, eux, c'est pour des raisons, je ne sais pas comment dire, mais j'allais dire physiologiques, mais ce n'est pas mon cas. C'est-à-dire qu'un bipolaire ou un schizophrène est déjà séparé de lui-même, c'est-à-dire que son inconscient et son conscient sont déjà séparés. C'est ce qu'on cherche à faire en hypnose. En hypnose, on a le conscient qui est là et l'inconscient qui est là. On va le faire monter l'inconscient. Mais en fait, un bipolaire et un schizophrène est tout le temps avec l'inconscient qui est déjà séparé. Donc, en fait, le boulot des psys et des choses comme ça, c'est d'arriver à réassocier les deux. Donc, si je commence moi en plus à dissocier, ça risque d'être pire. Ouais, ça risque d'avoir l'effet inverse en fait. Ouais, ça risque d'avoir l'effet inverse et donc ce ne serait pas bon pour la personne. Donc, il y a des hypnos qui prennent, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dissocier la personne, ils vont associer la personne. Mais moi, par principe, je sais que de toute façon, j'aurais des réflexes qui viendraient et je ne saurais pas forcément faire qu'associer. Donc, ce genre de personnes-là, alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'on ne décèle pas tout de suite un schizophrène. C'est pour ça que j'ai une séance d'entretien que je fais toujours au début, hein. Je fais une séance où on ne fait que parler, donc on ne fait pas d'hypnose. Et si je décèle quelque chose, c'est aussi mon devoir de dire, bah non, là, ça m'est arrivé récemment, j'ai dit non, je ne peux pas vous accompagner, je suis désolé, et je recommande vers quelqu'un. Et Est-ce après, que, les autres personnes, pardon. pardon, vas-y, non, je pensais que tu avais fini, vas-y. Non, mais vas-y, parce que Non, c'est je la me demandais, question. est-ce qu'une personne qui a des troubles autistiques peut faire une séance d'hypnose ou est-ce que c'est comme les bipolaires? Alors, c'est vrai qu'il y a plein de sortes d'autisme hein, différents, mais Ouais. puisque tu parles justement de la structure de la personnalité et des configurations dans lesquelles c'est pas adapté parce que la personne, elle a déjà tendance à pas avoir le conscient et l'inconscient au niveau Alors, adapté à la réalité ordinaire, on va dire. Est-ce que c'est le cas aussi des autistes ou est-ce que ça t'arrive de prendre en consultation des personnes ou des enfants autistes? alors, ce n'est pas le cas des autistes. Du coup, en théorie, un autiste, l'hypnose, ça lui serait bien adapté, effectivement. Ce n'est pas le même procédé qui se passe à l'intérieur. Tu en as déjà eu? Non, j'en ai jamais eu. Mais si j'avais ce type de profil, je prendrais avec plaisir parce qu'effectivement, et il y a un profil qui est vraiment très adapté pour l'hypnose, c'est le TDA aussi. Alors qui là n'est pas, enfin, tu sais, on parle de troubles de l'attention avec hyperactivité. Donc là, vraiment, c'est des gens, c'est souvent des enfants que j'ai. Moi, j'avais quand même un adulte comme ça hein, qui avait décelé son enfant TDA et du coup, ils avaient remonté jusqu'à lui en disant que lui aussi l'était. Mais en fait, il va y avoir peut-être plus de difficultés sur le TDA adulte que sur le TDA enfant ou adolescent. Et on va pouvoir l'aider, le TDA, enfin, l'enfant qui a un TDA, à pouvoir se concentrer. C'est-à-dire vraiment avoir cette capacité à se calmer, entre parenthèses, à arriver à se À se concentrer. canaliser. Ouais, à se canaliser. Et notamment avec le tambour, hein. Moi, j'avais un TDA qui était sur la gestuelle, c'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de bouger. Sa mère était à côté de moi, elle disait oh, je suis désolé, le gosse, il bougeait tout le temps. Et j'ai fait un coup de tambour, et là, il s'est aligné, il n'a plus bougé. La mère, elle faisait des yeux comme ça. Elle a acheté un tambour, du coup.
Et en fait, ils adorent, ouais, parce que c'est des moments pour eux, c'est des moments de… Vraiment, je ne sais pas si c'est la société qui nous développe beaucoup plus d'enfants qui ont des TDA, mais en tout cas, ça leur permet de se concentrer sur eux, de comprendre leur corps. Donc, un autiste, c'est pareil. Un autiste, c'est vraiment le corps il va être content de découvrir son corps et d'arriver à le gérer, quoi. Et il y avait vraiment des exemples. Je t'ai parlé tout à l'heure de Milton Erickson, donc le père de l'hypnose ericksonienne. J'invite vraiment les gens à lire ou à regarder les vidéos qu'il faisait. Il faisait des trucs incroyables, hein. Il allait vraiment dans les hôpitaux et il arrivait à faire euh, parler des gens qui n'avaient jamais parlé. Enfin, il a montré que le cerveau était capable de faire des choses incroyables. Et malheureusement, ça n'a pas plu au corps médical derrière pour des raisons voilà, qui sont plutôt financières, ce qui est dommage. Et donc, il faisait aussi, hein, avec des autistes, je crois, et avec des gens qui étaient dans le coma aussi, hein, faire sortir des gens du coma, ça se voit aussi. Bon, c'est des sujets qui sont parfois difficiles à évoquer parce que les gens vont être remplis de croyances et puis ils vont, voilà, si on commence à dire à un médecin ou à un psy que ces choses-là se font, ça ne va pas forcément leur plaire. Il y en a certains qui sont ouverts à ça et qui l'autorisent. Et alors, il y a un profil dont je ne t'ai pas parlé, mais effectivement, que moi, qui est compliqué, c'est tout ce qui est pervers narcissique. Pas parce que là, il y aurait un risque à partir en hypnose, mais parce que là, il y a un transfert qui se fait énormément entre le thérapeute et cette personne. Et donc là, il n'y a que les psys qui sont vraiment outillés pour gérer ce genre de personnes. Là, c'est trop Alors, par compliqué. contre, je crois me souvenir que toi, tu proposes beaucoup alors, je ne sais plus si c'est sous forme d'hypnose ou dans tes ateliers, mais que tu proposes des choses en lien avec la libération des relations toxiques, puisque tu Ouais, parles de donc tu t'adresses pas tellement aux pervers narcissiques, mais plutôt à leurs ouais, victimes. Donc ça, tu le fais aussi avec l'hypnose. C'est aussi quelque chose qu'on peut traiter en ouais. hypnose ou c'est avec un Alors autre ça, outil? moi je l'ai fait, j'ai travaillé effectivement avec des gens qui étaient victimes de pervers narcissiques, notamment une dame qui, quand elle avait fait déjà l'acte de partir, hein, mais le gars, à chaque fois qu'ils allaient devant les avocats, il reprenait le pouvoir et elle n'arrivait pas à s'imposer. Et du coup, elle me dit, c'est quand même pénible. Et on avait fait ce travail ensemble et effectivement, elle était arrivée après derrière, elle s'était posée, elle avait dit vraiment ce qu'elle voulait et hop, c'était fait. Donc, oui, en fait, alors moi, je sors vraiment de tout ce cadre-là parce qu'il n'y a pas que le fameux pervers narcissique, hein. Le pervers narcissique, on a tous son pervers narcissique, j'ai l'impression aujourd'hui, quand on parle aux gens. Moi, je parle carrément je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, enfin, je t'ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé aussi, de la mère qui, quand tu prends un petit peu de poil, va te dire, ah, dis donc, tu as encore pris là, hein, dis donc, tu te portes bien. Bon, bah, ça, on voit tout de suite ce que ça crée en nous. Alors, c'est notre mère, on l'aime, on ne va pas dire qu'elle est toxique, mais la phrase qu'elle vient de dire et le lien qu'elle vient de créer, bah, tu vas y repenser quand tu vas manger, tu vas te dire, ah mince, ma mère m'a dit que c'était pas bien, et ça va créer des trucs. Donc ça, on peut le travailler et de manière très rapide. Alors, pour les gens qui connaissent aussi, c'est un peu le petit bonhomme allumette. C'est un exercice que je donne parfois à mes clients pour pouvoir en autonomie le faire. Mais quand, par exemple, on va travailler sur des gens plus proches, où on a plus de mal à comprendre que ça peut être un lien un peu pervers pour nous, on va avoir du mal à le couper soi-même. Et donc, de se faire accompagner par quelqu'un, c'est plutôt bien. Et donc, oui, je fais… alors, moi, j'ai créé effectivement un cercle de parole pour que les gens puissent venir s'exprimer, qu'ils puissent s'exprimer sur une présence d'un pervers narcissique dans leur entourage, mais aussi voilà, de gens, de liens toxiques, hein. Moi, je ne parle vraiment pas de gens toxiques, je parle de liens toxiques qu'on puisse avoir. Et donc, c'est sous forme de cercle. Alors, pour l'instant, j'en ai fait 15, je vais en replanifier un autre là. Mais en fait, je dis souvent aux gens quand je les rencontre, il n'y a pas une personne avec qui je ne travaille pas un lien toxique. On aura l'occasion Et d'en reparler parce que je pense qu'on refera une vidéo avec Alain et puis Michel Guénier, qui est le président de la VMPN, l'association des victimes de manipulateurs pervers narcissiques. Donc, je ne veux pas trop m'étendre sur la question des relations toxiques dans cette ouais. vidéo-là. Mais voilà, pour que vous sachiez que ça fait aussi partie des problématiques pour lesquelles il y a des solutions et pour lesquelles Et en l'hypnose… plus,
très rapide, hein. Excuse-moi de te couper, mais en plus très Vas-y. rapide. On ne se rend pas compte, mais c'est très rapide. Et pour revenir sur l'exemple que tu donnais avec l'autiste, alors comment ça se transpose? Alors tu disais que la maman avait acheté un tambour, mais une fois qu'il sort de ton cabinet, est-ce qu'il réussit à transposer comme la dame au tribunal ce qu'il a fait avec toi au cabinet, à l'école par exemple? Parce que j'imagine que la maîtresse a peut-être pas acheté un tambour. Alors, c'est la complexité que je rencontre. Effectivement, il y a des écoles qui sont ouvertes à, à se concentrer vraiment sur l'enfant. C'était un TDA. Tu as dit autiste, mais Ah c'était oui, pardon, TDA. oui, je confonds. Pas grave, je recadre juste. Euh, Moi, c'était plus par rapport aux devoirs le soir, quand il est chez lui, utiliser, donc voilà, j'utilise l'hypnose, j'utilise le tambour. Pour les enfants qui ont un TDA, tu peux utiliser aussi les couleurs. Par exemple, j'utilise la couleur en thérapie. On peut utiliser des enregistrements, par exemple. S'il n'a pas le tambour, je peux m'enregistrer. Je fais souvent ça pour les gens que j'accompagne. Et quand je leur propose après de le refaire chez eux, ils me disent, ouais, mais quand je le fais sans toi, c'est pas pareil. Donc, du coup, je m'enregistre et je file ça à la personne. Mais après, vraiment, pour l'enfant, c'est ça, c'est d'avoir vraiment des outils qu'il puisse réutiliser chez lui. La séance qu'on fait ensemble, de toute façon, ancre quelque chose, hein. Quand tu fais des séances d'hypnose avec les adultes, avec les enfants, il y a un changement qui se crée. Après, bien évidemment, tu vas continuer ta vie. Ton inconscient, il ne va pas changer parce que tu as fait de l'hypnose. Il va se recréer des choses. Et donc, moi, j'ai des gens qui reviennent après pour d'autres problématiques. Euh, Là, le problème à l'école, c'est que l'éducation nationale n'a pas les moyens de s'occuper comme ça des enfants, je dirais, particulier. Donc, avec un peu de chance, tu as des profs qui le comprennent, qui le font. Moi, j'ai eu, hein. Mais par exemple, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir, une mère avec son fils, qui me dit, le prof a demandé que je vienne vous voir pour qu'il arrête de bouger. Et je lui ai dit, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, avec moi, je vais lui apprendre à encore plus bouger. Parce que bon, il y a le rebelle en moi. Mais n'empêche que cet enfant, en bougeant, c'est comme ça qu'il arrivait à être meilleur à l'école. Ben oui, parce que comme il Et avait été autorisé à bouger alors qu'on lui interdisait tout le temps de bouger, peut-être que ça lui ouais, permettait à d'autres moments euh, d'observer l'immobilité qu'on lui demandait c'est ça. d'observer, vu qu'il y en avait d'autres où il pouvait décompresser. Ouais, en fait, tu sais, il y a un truc qui est clair avec les enfants qui ont un TDA, c'est qu'ils ne peuvent pas rester concentrés 1 heure. Donc, les cours de 1 heure à l'école, c'est ce qui arrive, hein. Donc, en fait, Ben, puis en plus, c'est une journée, c'est pas un cours de 1 heure, c'est 8 fois 1 heure, oui, en plus, ou six s'ils donc, sont en primaire, où on leur imagine demande d'être immobile. imagine l'enfer. Donc, moi, ce que j'apprends tout de suite avec un enfant, c'est l'histoire du pomodoro. Ça s'appelle pomodoro parce que tu sais, le pomodoro, c'est la petite tomate qui tourne et puis qui te donne, qui sonne au moment où tu dois arrêter de cuire. Donc, en fait, tu vas sur Internet, tu tapes pomodoro, tu trouves tout de suite. Et en fait, on va chercher le truc de dire, toi, tu vas te concentrer 15 minutes, tu vas faire 20 minutes où tu vas te dépenser à mort sans te concentrer, et tu vas refaire 20 minutes où tu vas te concentrer. Et comme ça, il va arriver au fur et à mesure à faire le même boulot qu'un autre élève. Sauf qu'en fait, ça lui demandera peut-être un temps différent. Et je t'avoue que j'ai fait aussi avec un homme qui avait 50 ans, hein, et qui ne savait pas qu'il était, par exemple, que la gestuelle était quelque chose de fort et qu'il avait besoin de ça pour déstresser. Il pensait que plus il stressait, plus il avait de gestes, alors qu'en fait, c'est comme il se bloquait, du coup, il stressait encore plus. Donc, moi, je lui ai appris à libérer les gestes et il a réussi à… Alors, lui, c'était la prise de parole en public. Donc, il a réussi à prendre parole en public à 50 ans, tu vois. Donc, c'est des enfants qui ont eu un TDA. On leur a dit arrête de bouger. Et à 50 ans, le corps, il va s'exprimer par, tu sais, tu vas trouver des gens dans un burn-out. C'est ça, hein, c'est le corps qui s'est vraiment empêché de vivre, en fait. Donc, avec un enfant, avec un TDA, je danse des fois, je chante, je joue du tambour. Eh ben, on comprend pourquoi tu as le smile quand tu sors de tes Ah ouais, hein. consultations. Tu as fait quoi Ah bah aujourd'hui? Ah oui. ben, j'ai dansé, j'ai chanté, j'ai joué du tambour. En fait, tu sais, moi je dis, là on parlait du boulot, mais en fait, surtout dans ma reconversion professionnelle, ce que je trouve, c'est que j'ai plus la même notion au travail qu'avant. Déjà parce que je gère mon temps, tu vois, là je suis là ce matin avec toi et on fait ça et j'en suis ravi. Et puis après, je vais avoir des moments, je vais avoir des séances, puis des fois je vais dire, bon, là, je vais me reposer, je vais aller faire une balade en forêt. Et ça ne m'empêche pas d'être, bon, je vais rentrer dans un truc vachement basique, mais de toucher un salaire comme je touchais avant.
Donc, c'est vraiment un choix personnel. Mais vraiment, je n'ai plus la phrase qui est comme ça, qui dit que quand tu trouves quelque chose qui te plaît, c'est plus le travail que tu fais, c'est du plaisir. Enfin, c'est une passion, en fait. Et c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. Moi, je suis dans une… Alors, passion, j'aime pas trop le mot passion parce que je ne suis pas non plus passionné par l'hypnose au point de chercher tout ce que ça veut dire, machin. Mais en tout cas, quand je fais mon travail, j'ai du plaisir à le faire. Et ça passe tellement vite parce qu'en hypnose, le temps n'a rien à voir que du coup, voilà, moi, je suis vraiment ravi de ce changement et jamais je reviendrai, bon, j'espère, jamais je reviendrai vers quelque chose comme avant. Voilà, c'est plus vraiment mon trip, quoi. Pour moi, le signe qu'on est vraiment en phase avec son activité, en tout cas pour moi, c'est ça qui a été vraiment, comment dire, le marqueur que j'étais vraiment dans ce que j'aimais faire, c'est quand il n'y a plus de différence entre le moment où tu es en vacances et le moment où tu travailles. Parce C'est qu'en fait, pendant exactement mes ça. vacances, ben, j'aimais tellement ce que je faisais que ça m'arrivait de travailler encore. Donc, soit je fais des trucs créatifs, puisqu'il y a une partie de mon activité qui est artistique, soit comme aujourd'hui où je suis en congé, j'enregistre des émissions avec des personnes que j'apprécie. Mais je ne vois pas du tout ça comme un travail. Ouais, c'est Et à ça. l'inverse, quand je travaille, et ben, en fait, j'aime tellement ce que je fais que c'est un peu comme si j'étais en vacances. J'ai la même sensation de liberté, j'ai le même plaisir, j'ai la même joie. Ouais, Comme c'est toi, je gère excellent. mon temps comme je veux, donc je travaille la quantité de Ouais, temps que je c'est vrai. veux. Et Ouais, moi, voilà, c'est pour moi, pareil. Quand je quand on rentrais a de trouvé vacances, l'activité qui nous convient, c'est quand il y a ça, quand il n'y a plus ce truc de j'attends le week-end, j'attends les congés, tu vois, cette sensation que tu es épuisé et que tu attends un moment où tu vas souffler, parce qu'en fait, bah, tu n'es pas oui, épuisé, c'est ça. tu te ressources tout le temps. Donc, Ouais, tu as raison, parce que moi, effectivement, quand je rentre de vacances d'été, par exemple, avant, je me disais, ah, ça y est, les vacances sont finies, on va retourner au boulot. Maintenant, je me dis, bon, bah, je rentre de vacances, quoi. ah, C'est moi, je me juste dis le chic, cadre. chic, j'y retourne. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me dis, c'est juste le cadre qui va plus être le même parce que j'ai plus la mer ou j'ai plus la montagne. Mais voilà, dans ma tête, ça sera toujours extra. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, pour terminer, je voulais que tu nous parles un petit peu des autres outils que tu as dans ta boîte de magicien, joueur de tambour et autres. Parce que là, on a beaucoup parlé de l'hypnose et surtout de l'hypnose telle que tu la pratiques toi, étant donné que le but, c'était de la faire découvrir aux gens. Mais comme tu le disais, tu es quelqu'un de très freestyle, c'est-à-dire que tu t'interdis pas d'associer à l'hypnose d'autres outils ou de pratiquer une hypnose, pour le coup, vraiment pas protocolaire. Peut-être tu peux nous parler un petit peu des autres outils qui sont les Ouais. tiens. Alors, déjà, j'ai un outil principal secondaire, c'est l'énergétique, c'est-à-dire que je fais des soins énergétiques qui s'appelle le Lao Chi. Alors, en fait, les gens connaissent un peu moins, mais sur le principe, c'est assez proche du Reiki. C'est-à-dire que c'est vraiment, on appose les main sur la personne et il y a plusieurs positions. Et par ce biais-là, on va avoir l'énergie. Alors, on est canal, on n'est pas, c'est pas notre propre énergie qu'on utilise. Donc, on va utiliser une énergie et on va pouvoir aller… il m'arrive d'utiliser ça effectivement pour les douleurs, par exemple. Après, ça peut aussi être un outil qui puisse me donner des informations sur la personne, parce qu'en fait, on garde beaucoup de choses ancrées en nous depuis très très longtemps. Et notamment, je vois par exemple une dame qui avait fait une fausse couche, et cette fausse couche était restée dans son champ énergétique, et j'avais ressenti. Donc après, avec ça, forcément, tu te doutes qu'aussi, j'ai une espèce de médiumnité qui est là, hein. Je ressens des choses, mais je vais pouvoir, par exemple, préparer en disant, tiens, je ferais bien un soin énergétique avec vous aujourd'hui. Alors, c'est toujours, les gens, comme ils viennent me voir pour l'hypnose, si je leur dis, je vous propose un soin énergétique, il faut que je l'amène un peu différemment. Je ne vais pas forcément dire à quelqu'un, on va faire ça. Mais en tout cas, voilà, je vais pouvoir effectivement faire ça. Je l'ai fait samedi, par exemple, à une personne qui m'a dit, j'arrive pas à reprendre de l'énergie. Donc moi, je lui ai dit, bah, écoutez, et elle m'a dit d'ailleurs, je viens vous voir pour l'hypnose, mais ce qui m'a aussi tilté, c'est le soin énergétique. Donc je le fais. Après, l'énergétique, de toute façon, quand je fais de l'hypnose, elle est là, elle est installée en moi, elle est là, elle est présente. Après, ce que je peux être amené à faire aussi comme autre outil, ça reste dans le domaine de l'hypnose, mais toutes les hypnoses ne le font pas, c'est des régressions dans des vies antérieures, par exemple. Donc, je le mets presque à part de mon fonctionnement parce que ce n'est pas quelque chose que je propose non plus comme ça directement. Je peux ressentir si, par exemple, quelqu'un aurait… parce que même des addictions, on peut aller chercher dans des vies antérieures, hein, il y a des choses qui se sont ancrées. Moi, j'ai la peur de l'avion qui vient d'une vie antérieure.
J'ai toujours pas travaillé dessus parce que je m'en fiche, mais je sais qu'elle vient de là. Non, mais c'est bien Mais que tu par parles contre, des peurs parce qu'effectivement, on a parlé des addictions, mais il y a aussi tout ce qui concerne les phobies qu'on peut traiter phobie, ouais. avec l'hypnose. Ouais, ouais, j'ai fait phobie, phobie de la voiture, phobie des araignées, phobie de l'eau, phobie, le vertige aussi parfois, plein de choses comme ça, oui, tout à fait. Et des fois, quand je me rends compte effectivement qu'avec les techniques habituelles que j'utilise, ben, ça lâche pas forcément, je peux être amené à me poser la question en me disant, ben, je vais peut-être aller vers une régression dans une vie antérieure, pourquoi pas. Mais ça, j'aime bien proposer aux gens parce que si je commence à faire le truc, les gens, moi j'aime être honnête en fait. Hein, je vais pas faire une vie antérieure cachée. Je vais dire voilà et je vais voir. Et je suis assez étonné qu'en ce moment il y ait beaucoup de gens qui s'ouvrent à cette possibilité et qui acceptent. Donc ça aussi c'est quelque chose qui se développe un peu plus. Et j'ai des conférences où je parle justement des vies antérieures et je vais Euh, proposer des ateliers aussi comme ça. alors, on va y venir parce que je voulais que tu parles de ton actualité, mais comme là, tu parlais des soins énergétiques, est-ce que tu les pratiques aussi à distance ou est-ce que ça, c'est uniquement à Chatou? Alors ça, c'est assez marrant parce qu'en fait, au début, quand j'ai appris… Alors, il faut savoir aussi que ce soin énergétique, tu vas voir, c'est assez complet, mon histoire. C'est-à-dire que c'est un soin énergétique qui s'apprend très rapidement. Alors que le Reiki, pareil, il y a plusieurs niveaux. Et quand j'ai vu les histoires de maîtres, machin bidule, moi, j'ai un truc avec ça. J'ai pas voulu faire Reiki. Je ne critique pas le Reiki, attention, hein, mais j'ai voulu quelque chose de rapide à utiliser pour moi, donc en auto-soin aussi. Je forme, en fait, j'initie les gens à ça et il faut, en une journée, on sait pratiquer sur soi-même. Donc, je peux être amené aussi à former les gens. Et du coup, alors, je ne sais plus ta question, j'ai divagué. C'était, est-ce que tu les pratiquais aussi à distance, À les soins distance, ouais. énergétiques? Alors, du coup, au début, quand j'ai appris, je me suis dit, ben, cette fameuse distance, elle existe. Tiens, je suis curieux, je vais tester. Tu vois, encore l'enfant intérieur qui a dit, tiens, je vais me laisser aller. Et je l'ai fait avec une personne qui était à plus de 600 kilomètres. Et en fait, ça a été waouh pour elle, quoi. C'est vraiment assez étonnant. Moi, je continue à être étonné. Heureusement, je pense que si je l'étais plus, ce serait dommage. Mais effectivement, et c'est d'ailleurs une personne à qui j'ai fait comme ça qui m'a dit, tu devrais en faire quelque chose de ça. Donc, au début, je ne proposais pas trop et maintenant, je propose. Donc, oui, à distance, ça fonctionne étonnamment très, très bien. Les gens ont vraiment l'impression que je suis là avec eux, que je les touche, que ouais, ouais, donc ça se fait à distance. Tout à fait. Parfait. Et puis alors, puisque tu avais commencé à en parler, moi, je voulais que tu nous parles aussi un petit peu de ton actualité. Les gens ont entendu au cours de cette interview que tu es quelqu'un de très actif et qu'en plus de tes consultations, tu fais beaucoup de choses. Pardon, j'ai coupé mon propre Ça micro. va. Ouais, Tu te formes toi-même, tu ouais, organises des groupes de parole et surtout, il y a beaucoup de choses que tu proposes en ligne à cause de la situation. Et vu que la oui. plupart des abonnés de la Web TV ne sont pas forcément sur Chatou, pour eux, ben, c'est vraiment intéressant que tu proposes ça. Alors, je te laisse annoncer ce qui arrive là dans les prochaines semaines, parce que je crois que tu es comme moi, tu ne programmes pas trop à très long terme, tu fais vraiment suivant Ouais, tout à fait. ton intuition du moment. Et puis, Ouais, si je me souviens bien, sur ton site, il y a de toute façon une rubrique avec toutes oui. les actualités de ce qui va être proposé dans les semaines à venir. Donc, de toute façon, c'est mis à Ouais, donc, jour régulièrement et ils peuvent voir ça sur ton site. Mais je te ouais, laisse ouais. nous Alors, parler de ce qui arrive. il y a une conférence déjà que je vais proposer en milieu de mois. Je ne me rappelle plus de la date exacte, désolé, tu retrouves sur le site, mais une conférence justement en ligne pour expliquer un peu ben, l'hypnose, comment ça fonctionne. Moi, j'aime vraiment démystifier hein, l'hypnose par rapport au spectacle, parce que souvent les gens ont Mmh. l'idée du spectacle et c'est elle qui nous fait connaître et en même temps qui peut nous desservir parfois. Bon, après, si on vient de parler, c'est que forcément, il y a une ouverture. Moi-même, je fais de la street hypnose. Hein. Alors là, en ce moment, je ne peux pas en faire parce que malheureusement, ben, avec le truc sanitaire, voilà, je ne le fais pas, mais c'est vraiment quelque chose qui me De manque la et que je street voudrais. hypnose, c'est quoi? Tu prends des gens dans la rue et tu leur fais des séances? Alors, je me mets avec une pancarte, c'est à Beaubourg, et je propose de l'hypnose. Et là, on va pouvoir faire… Alors moi, il y a des street hypnotiseurs qui décident, mais moi, ce que je demande à la personne, c'est qu'est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux oublier ton prénom? Est-ce que tu veux ne pas voir que la Tour Eiffel est là? Il y a même une personne avec qui on avait fait vivre qu'elle était au Far West et elle voyait des chevaux qui passaient, des cow-boys partout. Enfin, vraiment, on va proposer, c'est vraiment pour s'amuser. Moi, ça travaille sur moi, sur ma confiance en moi, parce que se mettre avec une pancarte en plein milieu de Beaubourg, crois-moi,
ça se fait pas comme ça. C'est ça. Puis bon, on commence à connaître un peu les free hugs, hein, ceux qui sont avec la pancarte free hug, mais free hypnose, c'est quand même Alors, ce qui est assez assez marrant nouveau pour comme concept. l'anecdote, c'est que les gens nous fuyaient nous. Tu sais, c'est genre, j'avais une mère qui avait tiré sa fille en disant attention, attention. Oh, il est Et dangereux. juste derrière, il y avait des gens qui parlaient des cross circles et les extraterrestres. Et là, il n'y avait pas de problème, ils passaient. Donc, tu vois, donc c'est pour ça que j'aime bien Associez-vous la faire des prochaine conférences fois. sur les. Comme ça, eux, ils feront croire que c'est toi Ouais, bah, l'extraterrestre et tu pourras faire ta séance. c'est pas bête. Bah, d'ailleurs, j'en suis peut-être un sans le savoir. Oui, mais ça, on ne va pas le dire Et, aux gens, ils vont le découvrir tout seuls. ouais. Et du coup, bon, bah, j'aime bien faire des conférences pour expliquer. Alors, au début, je voulais le faire vraiment dans ma ville, mais en fait, ça prend pas. Donc, je le fais par Internet. Ça permet d'avoir plus de gens. Donc, il y a un webinaire qui est prévu là-dessus. Après, dans le mois, j'ai aussi, parce que ça a bien marché la dernière fois, un autre webinaire sur les vies antérieures. Donc, tu vas en refaire Donc, un. ouais, je vais en refaire un et surtout, je vais mettre en place, et ça, en fait, je travaille avec un ami pour ça. J'aime bien travailler en groupe aussi, à amener une espèce de complémentarité. Tu vois, ce qu'on fait ensemble, c'est ça, c'est vraiment une complémentarité pour que ça anime aussi un peu le débat. Et donc, on va proposer des séances d'hypnose régressive, donc en vie antérieure, à distance. Alors, moi, je suis un peu, tu sais, j'ai dû garder ça de mon ancien boulot. J'aime bien tester avant. Donc là, je vais passer par des phases de test, même si je sais que ça fonctionnera. Mais bah, déjà, pour ce genre de choses, il faut une bonne connexion Internet, un bon casque, vraiment une mise en scène, tu sais, hein, vraiment quelque chose de. Je vais vraiment comment? Je m'alimente aussi, on n'a pas trop parlé, mais de ma formation en chamanisme. Et par exemple, le voyage chamanique, c'est quelque chose que je pratique moi à titre personnel et que je veux proposer aux gens aussi. Et donc, je l'intègre aussi dans l'hypnose parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses différences entre les deux. Et donc, je vais avoir des phases de test comme ça, et puis après, je lancerai des ateliers de vie antérieure à distance Ah, sur les génial. différents. Alors là, je viendrai peut-être. Ouais, hein, avec plaisir. Ça Alors, me il y a dirait bien. certaines personnes qui ont peur de la distance. Donc, tout dépend des gens. Et il y a des gens qui sont vraiment ouverts à ça. Donc, donc ça fait partie aussi des. Et alors après, ce que je veux faire, mais là, c'est plus en présence, puisque le printemps arrive, et le mois de mars, c'est le printemps, c'est d'aller faire des cercles de tambour, aller jouer du tambour en forêt avec des gens. Et voilà, alors là, ce n'est pas sur le mois de mars, mais d'autres ateliers que je fais en général avec une amie qui fait aussi de la peinture. Et on mélange l'hypnose et la peinture. Et ça aussi, c'est un atelier qui plaît. Et ça, je pense que ce sera à partir du mois d'avril, sur les beaux jours, en espérant là que les gens puissent sortir. Enfin, veuillent sortir, parce que puissent sortir, ils peuvent, mais veuillent. Et voilà, il y a plein. Moi, j'ai souvent des idées, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce genre de choses-là. Et je vais remettre en place les cercles de discussion autour des liens toxiques. Et un autre cercle de parole que j'ai fait avec une personne sur le harcèlement scolaire aussi, pour pouvoir justement s'exprimer, parce que je pense que il y a malheureusement beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents qui vivent ça, beaucoup de parents qui ont des adolescents qui vivent ça, beaucoup d'anciennes personnes qui ont connu ça, et de venir en parler, ben, c'est vraiment ce qui libère beaucoup. Donc voilà, je l'ai fait une fois, je n'ai pas eu encore beaucoup de monde, j'espère que ça va se libérer. Parfait. Donc, vous retrouverez tout ça sur le site d'Alain Beau. Comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo son site internet, sa page Facebook. Puis, je vous conseille aussi d'aller faire un tour sur sa chaîne YouTube parce qu'il parlait tout à l'heure d'outils. Il y a plein de vidéos de différentes longueurs où il vous propose même, je crois qu'il y a une expérience d'auto-hypnose. Il y a une expérience d'écriture automatique. Tu parlais d'ailleurs des Ouais, ateliers à venir. On a en l'écriture projet de automatique. faire tous les deux un atelier d'écriture, puisque moi, c'est mon métier et que lui, Ah ouais. il a cette pratique de l'écriture automatique. Donc, je pense qu'on va essayer de s'associer pour vous proposer quelque chose en duo. Mais voilà, le but aujourd'hui, c'était vraiment de vous le faire connaître, à la fois en tant que thérapeute, mais aussi avec tout ce qu'il a de spécifique, je trouve, dans sa manière de pratiquer. Alors évidemment, chaque thérapeute est unique et pratique à sa façon. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment accroché avec Alain, avec sa personnalité, sa façon de faire. Vous le sentez, je pense, hein, c'est très fluide. L'interview, il y a de la complicité entre nous, alors qu'on ne se connaît pas depuis très longtemps. Et vraiment, c'était une très belle rencontre. Et je voudrais finir cette vidéo en remerciant Willy Pierre,
le président de l'association Les Parents et du collectif You Are Heroes, qui est un ami qu'on a en commun. C'est grâce à Willy que j'ai découvert Alain, puisqu'il avait posté sur son mur Facebook une vidéo où Alain s'exprimait au sujet du harcèlement scolaire qu'il avait vécu. Comme vous le savez, c'est une thématique qui me touche moi-même, donc j'ai visionné cette vidéo. C'est à travers cette vidéo que je suis arrivée sur la chaîne YouTube d'Alain, où j'ai découvert tout ce qu'il faisait d'autre, dont l'hypnose, que je suis arrivée sur son site. Et c'est d'avoir vu tout ça qui m'a donné envie de prendre contact avec lui et de l'inviter pour vous le présenter. Donc, merci Willy. Et puis, merci Alain pour ce long échange. Je ne pensais pas qu'on allait parler autant, mais c'était tellement Ouais, passionnant que voilà, c'est comme quand on a fait la séance d'hypnose, on n'a pas vu le temps passer. c'est ça. Donc, je vous invite, si ça vous appelle, si ça vous intrigue, même si vous voulez écouter Alain en parler dans sa conférence avant de tester une séance, à participer justement à cette conférence en ligne qu'il va vous proposer et où vous pourrez lui poser des questions. On fera peut-être aussi une émission en direct avec lui si vous avez envie de lui poser vos questions directement. En tout cas, je suis persuadée qu'on va le revoir sur ma chaîne et j'espère. Je Et suis puis, je le là. remercie de m'avoir consacré ces presque 2 heures. Merci beaucoup, Alain. Merci. Merci beaucoup à toi. C'était un plaisir.